En direct, mesdames, messieurs, ce matin, vous allez vous dire, c'est pas notre heure habituelle pour le point de presse du CISAT. Effectivement, on nous a convoqués ce matin, donc sous le coup de 9h45 devrait débuter ce point de presse ce matin pour nous faire état de la situation épidémiologique en région, qui était très stable dans les derniers jours. On avait un seul cas du côté de Val-d'Or au bilan hier, ou du moins de la Vallée de l'Or, en fait, au bilan hier dans les cas actifs. Sinon, on va nous parler aussi de cette démarche... J'essaie de trouver la phrase, là. Donc, démarche d'efficience régionale et de modulation de services pour la période estivale. Donc, on tombe dans cette fameuse période estivale. Certains d'entre vous est en congé, d'ailleurs, aujourd'hui. Donc, on fera le point avec le CISAT en ce jeudi. Donc, comme à l'habitude, jeudi, mais là, on vous retrouve ce matin pour ce point de presse-là. Je vous invite, d'ailleurs, si vous avez des questions, à nous les écrire dans les commentaires. Nous pourrons les transmettre à l'organisation du CISAT lors du point de presse. Si jamais vous nous écoutez en reprise également sur Médiaté Télé, vous pouvez nous envoyer à chaque semaine vos questions aux nouvelles avec un s@mediaté.ca. Évidemment, cet été, il y a certaines semaines où on ne vous présentera pas le point de presse, mais on y va pour l'instant. Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à ce point de presse du Centre intégré de santé et services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue du 1er juillet. Aujourd'hui, l'activité se déroulera en 2 temps. Tout d'abord, Dr Omobola Sobanjo, médecin spécialiste en santé publique, et Katia Chateauvert, Madame Katia Chateauvert, directrice de la campagne de vaccination COVID, dresseront un bilan de l'état de situation épidémiologique ainsi qu'un bilan de la vaccination. Suite à cette présentation, une brève période de questions suivra. En deuxième temps, Madame Caroline Roy, présidente directrice générale, vous abordera les enjeux liés aux mesures court terme ainsi que fera le bilan des mesures d'efficience régionales qui sont mises en œuvre. Alors, tout de suite, Madame Dr Omobola Sobanjo, je vous laisse la parole. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Madame Charbonneau. Donc, c'est un privilège de pouvoir m'adresser à vous ce matin et pour présenter le bilan épidémiologique, mais aussi pour passer quelques messages de la santé publique. Premièrement, il faut continuer pendant notre semaine, on profite encore d'une stabilité épidémiologique avec plusieurs jours sans aucun nouveau cas et qu'un seul cas actif pour toute la région. Toutefois, bien que le virus circule pas juste ici, mais à travers la province, le virus qui circule actuellement, ce sont des variants. Donc, soit des variants alpha ou ceux de delta. Donc, c'est encore important de continuer à suivre des mesures en place. Avec le passage au vert de toute la province, il y a beaucoup d'assouplissements. Toutefois, le port de masque demeure obligatoire dans les lieux publics. Il est de même pour les aires communes de nos résidences privées pour les personnes âgées. Donc, dans les RPA, c'est encore important de porter le masque lorsqu'on est à l'extérieur des unités locatives. Donc, c'est un rappel. Aussi, dans le milieu de travail, il y a encore des indications pour le port de masque lorsqu'on est à moins de 2 mètres à d'autres personnes. On doit continuer à suivre ces recommandations, même si on a reçu 2 doses. Un autre rappel, c'est que avec l'arrivée de variant Delta, qui est actuellement plus transmissible que les autres variants précédents, ça devient d'autant plus important d'avoir une couverture vaccinale assez élevée. C'est le moyen de se protéger et d'éviter une 4e vague. C'est pour ça qu'on continue à faire tous les efforts pour amener les citoyens et tout le monde de pouvoir avoir accès à la vaccination. Ce n'est pas juste une dose, mais les 2 doses. C'est ça qui confère une protection adéquate contre les variants. En profitant donc de l'été pour augmenter nos couvertures vaccinales afin que lorsqu'on arrive l'automne, qu'on doit retourner à l'intérieur, déjà, la couverture vaccinale va être assez élevée, de sorte que même s'il y a le virus qui arrive dans notre région, la majorité de nos populations va être déjà protégée et il n'y aura pas de pression de plus sur nos systèmes de services. Donc, je vous encourage d'inviter tout le monde de votre entourage qui n'ont pas encore eu leur
leur dose, soit le premier, ou qui n'ont pas encore fait de démarches pour devancer leur deuxième dose, de le faire afin qu'on puisse arriver à l'automne avec une couverture vaccinale très élevée pour qu'on soit avancé ou éviter le quatrième vague. Donc, merci beaucoup. Merci pour cette information. Madame Chateauvert, je vous invite à poursuivre. Oui, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin. On va débuter avec les données de vaccination. Donc, Sarah, est-ce que tu peux partager les... Donc, en date de ce matin, nous avons 141 038 personnes qui ont reçu la vaccination en Abitibi-Témiscamingue. Ça inclut les 2 doses. Donc, on a une couverture vaccinale de 69,4 %. Il nous manque actuellement 2500 personnes pour rejoindre notre 75 % pour l'ensemble des tranches de population de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, ça suit son cours. Donc, une nouvelle présentation ce matin là, pour vous montrer la vaccination. Donc, on est à 69,4 pour la première dose. Et comme vous voyez, pour la deuxième dose, on est quand même à 25,9 %. Donc, les gens répondent bien à la deuxième dose. Donc, actuellement, pour les autres présentations que l'on faisait dans les derniers points de presse, ils sont disponibles sur le site du CISAT. Donc, vous pourrez aller les consulter là, pour avoir les informations plus complètes. Ce que je peux vous transmettre comme information, cette semaine, nous avons reçu des vaccins Moderna supplémentaires et nous avons eu des confirmations aussi pour des vaccins Pfizer dans le mois de juillet, considérant là, les quelques diminutions que nous avions eues en début juillet. Donc, au niveau de l'interchangeabilité du vaccin, dans le fond, depuis mardi, la population peut maintenant eux-mêmes aller changer leur rendez-vous de deuxième dose directement sur Clic Santé en choisissant, dans le fond, comme vaccin deuxième dose, le Moderna. Si les personnes ont reçu le Pfizer, ils peuvent maintenant le faire par eux-mêmes. Ils peuvent aussi appeler à la centrale téléphonique pour faire le changement. Par contre, je précise que les gens qui ont reçu le Moderna en première dose ne peuvent pas avoir le Pfizer en deuxième dose pour le moment. C'est vraiment le Moderna qui est disponible. Donc, on invite les gens, dans le fond, à devancer leur deuxième dose comme il est autorisé, c'est-à-dire à 8 semaines. Nous avons suffisamment de vaccins partout en Abitibi-Témiscamingue pour répondre à la demande. Donc, il y a aussi du sans rendez-vous qui est publicisé dans le fond, sur notre site Internet à chaque semaine. Voici un exemple là, du calendrier de vaccination sans rendez-vous. Donc, on précise les heures dans chacun des sites et le type de vaccin qui est disponible. À compter de la semaine prochaine, nous allons avoir dans la majorité des sites les 2 vaccins disponibles pour le sans rendez-vous, c'est-à-dire le Pfizer et le Moderna. Donc, ça va pouvoir répondre aux gens qui veulent quand même maintenir la deuxième dose de Pfizer pour ceux qui ont reçu le Pfizer en première dose. Donc, ça va être disponible. Vous pourrez surveiller. Là, on va mettre à jour notre calendrier comme à chaque semaine. Donc, le sans rendez-vous est disponible pour la première dose et pour la deuxième dose aussi. Donc, on invite la population à répondre grandement à devancer leur deuxième dose. Pour atteindre notre 75 %, on est toujours, dans le fond, avec la clientèle de 18-39 ans qui reste à rejoindre. Nos 35-39, on a atteint notre 75 %, donc on est rendu là, vraiment, là, les efforts sont sur les 18 et à 34 ans. On tente beaucoup de façons de les rejoindre. Via les entreprises, dans le fond, au niveau professionnel, on est en train de regarder là aussi là, pour élargir autrement. Dans le fond, ça répond quand même bien. Donc, on poursuit là, à ce sens-là. Il faut bien comprendre que la deuxième dose est vraiment importante pour avoir une efficacité vaccinale complète pour éventuellement pouvoir passer à autre chose à un moment donné au courant de l'été qui s'en vient. Donc, on encourage fortement les gens à s'inscrire ou à se présenter à son rendez-vous, là, c'est quand même quelque chose qui répond très bien à la population. Donc, ça fait le tour des informations que j'avais à vous transmettre. Ça va me faire plaisir de répondre aux questions s'il y en a. Oui, bien, merci. Les représentants des médias peuvent maintenant adresser leurs questions. Déjà, M. Munger, le Médiaté, a une question. Oui, donc, 69,4 %. On n'a pas atteint notre objectif qui était fixé pour la fin juin, de ce que j'en comprends. Quel est le problème? Comment se fait-il qu'on n'a pas atteint l'objectif? Donc, effectivement, on n'a pas atteint l'objectif de 75 % pour
l'ensemble des tranches de population. Par contre, on a quand même atteint 82% de la population qui est vaccinée au niveau de la première dose. C'est certain qu'on a de la population qui n'adhère pas à la vaccination, puis c'est un droit, dans le fond, ce n'est pas une obligation de se faire vacciner pour plusieurs raisons qui leur appartiennent et on respecte cela. Par contre, ce qu'on tente, nous, d'améliorer, c'est l'accessibilité. Donc, comme j'ai déjà parlé, on est en démarche, on a fait certaines vaccinations en entreprise, des vaccinations mobiles, pour être en mesure peut-être de rejoindre un peu plus ces personnes-là pour pouvoir adapter, dans le fond, la vaccination en lien avec la qualité. Et tout le mois de juillet, on va être aussi dans ces démarches-là afin d'aller rejoindre la population qui n'ont pas accès à la vaccination pour des raisons qui ne sont pas parce qu'ils refusent le vaccin, mais plutôt parce que le type d'horaire ne convient pas. Donc, c'est vraiment l'objectif qu'on a là, pour la période estivale. Monsieur Munger, je pense que vous avez une question complémentaire. Effectivement, je veux qu'on voit un peu à plus long terme, justement, si on n'atteint pas cet objectif-là, qu'est-ce qui se passe? Et pour les personnes adéquatement vaccinées, donc les 2 doses, 14 jours après les 2 doses, qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochaines semaines? Est-ce qu'il va y avoir des assouplissements? Si oui, ça peut ressembler à quoi dans les prochaines semaines? Merci pour votre question. Je vais juste compléter parce que, premièrement, l'objectif qu'on a donné a été atteint. L'objectif initial, c'est d'avoir 75% des 18 ans et plus qui ont eu leur premier vaccin pour le 24 juin. Et ça a été atteint même avant le 24 juin. Lorsque la vaccination des 12 et 17 ans a été ajoutée, ils ont été inclus dans le groupe de personnes éligibles pour le vaccin et même ça aussi a été atteint. Maintenant, l'objectif d'arriver avec 75% de toute la population, ça, on y travaille et on s'approche. C'est sûr qu'il y a des mesures en cours, comme Mme Chateauvet a mentionné, et on continue, on déploie des communications, on ajuste et on bonifie notre offre de façon de pouvoir y arriver. On essaye d'accompagner les gens à arriver, parce qu'il y en a qui ont besoin de faire un cheminement avant de se rendre, de faire cette décision-là. Et on les accompagne pour voir comment on peut les aider pour qu'ils le fassent. Les efforts vont se poursuivre pendant la période estivale et on espère pouvoir y arriver avant le fin. Merci. Il y a une question de Mme Lily Mercure. Est-ce que vous aviez une question? Sinon, je laisserai la parole à M. Guindon, Martin Guindon de Radio-Canada. Monsieur Guindon, êtes-vous en mesure d'ouvrir votre micro? Ben oui, je m'excuse. Je me demandais, ça fait trop longtemps que je n'ai pas couvert. Je me demandais si, parce qu'on a lu beaucoup dans les dernières semaines qu'il n'y aurait pas je cherche le mot en français, le herd immunity, de couverture qui permettrait de protéger tout le monde, même si on a un haut pourcentage de personnes vaccinées. Est-ce qu'il y a des avancées de ce côté-là? Est-ce qu'on sait que s'il y a plus de 75%, les gens qui ne seront pas vaccinés vont quand même être protégés d'une certaine façon, ou s'il faut vraiment viser un taux le plus proche possible de 100%? Merci beaucoup pour votre question. C'est sûr qu'avec un nouveau virus comme le coronavirus, le SARS-CoV-2, il y a des incertitudes. C'est-à-dire, c'est difficile à statuer exactement sur un chiffre auquel on arrive à une immunité collective. Au début, ça a été défini à 75%. Mais avec les variants plus transmissibles, plus que le variant est transmissible, plus que ça fait en sorte qu'il faut vacciner beaucoup plus de monde. Donc, avec le variant Delta, ça peut aller jusqu'à plus près de 90% de la population doit être vaccinée pour s'assurer que lorsque les gens qui ne sont pas vaccinés rentrent en contact avec le virus, il n'y aura pas de grosses éclosions ou de beaucoup de personnes qui vont être malades. Donc, oui, le taux d'immunité, le seuil, le chiffre auquel on peut être complètement assuré d'avoir arrivé à une immunité collective n'est pas précis. Mais chose certaine, c'est que plus qu'on vaccine le monde, mieux que c'est. Et c'est pour ça que nous, on vise, même si on a atteint plus que 75% des personnes éligibles, on va avoir minimalement 75% dans tous les groupes d'âge et même nous, on va aller dans
presque toutes les municipalités aussi, parce que lorsqu'on a des poches des personnes susceptibles, lorsqu'on a des endroits où le taux de couverture vaccinale est plus bas que 75%, le risque devient plus grand pour ces personnes-là, parce qu'on voit que le variant Delta, c'est plus de gens non vaccinés qui sont atteints, et on commence à avoir des informations que ça semble augmenter le risque d'hospitalisation. Donc, on ne veut pas laisser aucune municipalité vulnérable dans notre région. Une autre question de M. Munger. Oui, en fait, je vais revenir sur une partie de ma question de tantôt qui n'a pas été répondue. On nous a toujours vendu la deuxième dose comme étant l'espèce de passeport vers les gros parties. Allons-y ainsi là, pour simplifier la chose. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, dans les prochains mois pour les gens qui vont avoir été adéquatement vaccinés avec les 2 doses? Merci. Déjà, c'est une bonne question. Déjà, à partir depuis le 25 juin, ceux qui ont reçu leurs 2 doses peuvent faire des rassemblements dans le lieu privé sans de distanciation, sans masque. Donc déjà, on voit l'avantage. La raison pour laquelle cela n'a pas été étendu dans tous les lieux, c'est parce que c'est pas tout le monde qui en est arrivé. Comme vous avez vu, on est juste en bas de 30% encore en région des gens adéquatement protégés. Donc, plus que le nombre augmente, dès qu'on arrive à avoir la majorité de notre population adéquatement protégée, on va pouvoir penser à avoir les mêmes assouplissements dans plusieurs autres endroits. Mais pour l'instant, n'ayant pas encore rendu là, on ne peut pas le faire parce qu'on ne veut pas rendre vulnérables ceux qui vont copier, ceux qui vont imiter les gens déjà adéquatement vaccinés, c'est eux qui vont être vulnérables et c'est eux qui vont être malades et c'est eux qui vont être hospitalisés. On ne veut pas faire ça trop tôt. Mais effectivement, dès qu'on a un taux plus élevé des gens adéquatement vaccinés, on peut s'attendre à plus d'assouplissement dans d'autres instants, dans d'autres milieux au cours des prochaines semaines, mois. Merci. Nous en sommes à la deuxième portion de notre point de presse. Avant d'amorcer cette section, j'aimerais remercier Dr Sobanjo et Mme Châteauvert une fois de plus pour avoir été présentes aujourd'hui et j'inviterai Mme Roy à poursuivre. Madame Roy, êtes-vous en mesure d'ouvrir votre micro? Oui, bonjour, Madame Charbonneau. En fait, je ne suis pas en mesure d'ouvrir mon vidéo. C'est mentionné que l'animateur... Je m'excuse, je viens de résoudre cette situation. Vous devriez être en mesure. Oui, bonjour. Oui, parfait, merci. Oui, en fait, donc, la deuxième portion de notre point de presse de ce jour est pour faire un état de situation des différentes mesures qui ont été actualisées dans les dernières semaines, dans les derniers mois, pour faire face à l'enjeu de main-d'œuvre auquel le CIS de l'Abitibi-Témiscamingue est confronté. Plus particulièrement au niveau des titres d'emploi infirmières, mais également là, dans plusieurs titres d'emploi, et tout comme donc différentes organisations ou entreprises de notre région. Donc, on trouvait important à l'amorce comme ça de la période estivale, de pouvoir informer les médias, la population, des mesures qui sont déjà actualisées, de celles qui sont planifiées aussi pour la période estivale afin que tous en soient informés. Et surtout, vous rassurer sur le fait que toutes les mesures sont entreprises, toutes les actions sont prises par nos équipes, par l'organisation pour s'assurer du maintien de nos services à la population, s'assurer surtout du maintien des services essentiels que l'on doit s'assurer de préserver partout sur le territoire et à proximité lorsque c'est requis également. Donc, je ferai un bref historique là, des différentes étapes que nous avons traversées depuis l'automne dernier, depuis l'automne 2020. Donc, depuis novembre dernier, on a réalisé une réorganisation de plusieurs services au sein de l'organisation. La réorganisation des services a résulté en le déplacement ou la non-affectation de certaines infirmières dans certains services de l'organisation ou auprès de nos partenaires pour s'assurer de concentrer les effectifs infirmiers à nos activités essentielles. En fait, encore jusqu'à ce jour, dans les CLSC, dans les GMF, les cliniques médicales, les cliniques spécialisées, les équipes composent réellement avec moins d'effectifs, particulièrement en soins infirmiers, mais s'assurent de maintenir là, la majorité des services à la population. Donc, c'est tout un exercice de réorganisation et d'adaptation au niveau du travail qui est fait à ce sujet-là. Au courant des derniers mois également, malheureusement, là, à certains moments, on a dû confirmer soit des ruptures temporaires, soit des diminutions ou réorganisations de services pour s'assurer de effectivement concentrer encore une fois les effectifs au niveau des services essentiels à maintenir
partout sur le territoire et à proximité lorsque c'est requis. Donc, je fais un bref récapitulatif là, des principales mesures qui sont actuellement déployées et qui vont se poursuivre pour toute la période estivale. Donc, on a une modulation des activités chirurgicales qui se poursuivent dans les blocs opératoires d'Amos, Val-d'Or et Rouyn-Noranda, qui a débuté avant la période estivale, qui va se poursuivre aussi tout l'été. Donc, ce qui veut dire qu'en fonction des ressources disponibles, à chacune des semaines, nous allons adapter les activités chirurgicales réalisées pour l'entièreté de ces 3 blocs opératoires. Et j'ajoute à cela le bloc opératoire de la SAR, qui est complètement fonctionnel actuellement avec les effectifs requis. Donc, les chirurgies urgentes, les chirurgies semi-urgentes sont toujours réalisées et les chirurgies électives aussi en fonction de la disponibilité. Donc, les gens sont appelés là, pour des chirurgies pour lesquelles ils sont en attente selon la disponibilité, selon les plages d'ouverture. Il y a également la fermeture temporaire des services d'obstétrique à l'hôpital de Ville-Marie, qui est actualisée depuis le 29 avril et qui va se poursuivre jusqu'au 1er août. Et évidemment, à partir du moment où on a de belles nouvelles, on a une capacité de réouvrir les services. Donc, on va le faire. Au niveau des services d'obstétrique, il y a un enjeu du nombre total d'infirmières disponibles au sein de l'installation, mais également du nombre d'infirmières qualifiées, spécialisées pour offrir le service d'obstétrique, pour s'assurer que ce soit en toute qualité. Donc, ça se poursuit jusqu'au 1er août. Il y a également une réduction du nombre de lits d'hospitalisation en médecine chirurgie et à l'unité de santé mentale de la SAR, qui se poursuit pendant toute la période estivale. Également une diminution du nombre de lits d'hospitalisation à l'hôpital d'Amos et réorganisation des activités des cliniques externes un peu partout dans nos installations, particulièrement à Rouyn-Noranda, où il y a réellement une grande réorganisation qui s'est actualisée. Également, modulation des services de soutien à domicile qui se poursuit jusqu'au 12 septembre. Par contre, tous les services essentiels urgents sont maintenus et il y a toujours un lien qui est assuré là, avec chacun des usagers qui bénéficient des services de soutien à domicile pour s'assurer qu'en tout temps, à partir du moment où la condition évolue ou nécessite un soin, un service ou une réponse par rapport à l'état de santé, le service est disponible. À cela s'ajoute aujourd'hui une confirmation de rupture temporaire et ponctuelle pour le bloc opératoire de Ville-Marie. Donc, on est malheureusement dans l'obligation là, d'effectuer une rupture temporaire pour le bloc opératoire de Ville-Marie qui sera en rupture complète à compter du 9 juillet 16h jusqu'au 11 juillet minuit, donc une période approximativement de 3 jours. Ça va se répéter dans le courant de l'été, là, donc je vais vous donner ici les dates, du 30 juillet au 1er août, du 13 août au 15 août et du 27 août au 29 août. Malheureusement, ces ruptures sont imposées par le manque de main-d'œuvre infirmière, effectivement, là, pour maintenir l'offre de service au bloc opératoire de Ville-Marie en période estivale, puis avec des absences qui peuvent s'ajouter aussi en tout temps. Par contre, en dehors des heures de rupture là, de service, certaines activités électives même vont se réaliser au bloc opératoire de Ville-Marie. Donc, les patients vont être appelés également pour avoir leur chirurgie élective et les chirurgies urgentes, semi-urgentes pourront alors être réalisées. Pendant les périodes de rupture, il y a un transfert et un corridor de service là, avec un plan pour assurer la sécurité des usagers qui est organisé vers Rouyn-Noranda. Malheureusement, ce n'est pas la première période de rupture au bloc opératoire de Ville-Marie, donc tout est en place pour assurer là, la continuité de l'offre de service pour les usagers qui en auront besoin. Actuellement, aucune autre rupture de service ou diminution de service n'est planifiée pour la période estivale au sein de notre organisation. On n'est pas à l'abri d'avoir de nouvelles absences, d'avoir de nouvelles informations en cours d'été qui vont imposer peut-être de nouvelles actions. Mais comme on l'a fait au courant des dernières semaines et des derniers mois, l'organisation va se mettre en œuvre pour assurer le maintien des services essentiels, assurer surtout des services de qualité et de sécurité. Et évidemment, on va informer la population, les usagers concernés. J'en profite également pour vous faire une brève présentation de l'avancement des différents chantiers d'efficience régionale, parce qu'on se souvient que notre enjeu de main-d'œuvre n'est pas ponctuel que pour la période estivale, mais on anticipe réellement une difficulté de disponibilité de main-d'œuvre pour les prochains mois et pour les prochaines années, particulièrement associé au creux démographique, là, avec, entre autres, un manque d'effectifs qui va se poursuivre pour les prochains mois et prochaines années. Donc, maintenant, c'est confirmé que nous aurons 2 pôles régionaux de réadaptation modérée progressive en région, et ce, à compter de l'automne prochain. Donc,
le CHSLD de Macamic va accueillir un pôle de réadaptation pour la région et le CHSLD d'Amos, donc les Esquerres à Amos, va également accueillir un deuxième pôle de réadaptation. Ce qui veut dire que les unités de réadaptation locales qui sont localisées à Val-d'Or et à Rouyn-Noranda, au courant de l'automne prochain, vont pouvoir fermer pour relocaliser les usagers qui en auront besoin au niveau de la réadaptation dans l'un des deux pôles régionaux. Je rappelle que les 2 lits de réadaptation qui sont localisés à Ville-Marie sont maintenus. Donc, on aura maintenant les 2 lits à Ville-Marie, nos 2 pôles régionaux à compter de l'automne prochain à Macamic et à Amos. Et évidemment, l'unité de réadaptation fonctionnelle intensive, qu'on appelle communément l'URFI, est toujours maintenue au CHSLD de Macamic également. Mon dernier message, en fait, c'est pour vous rappeler que le contexte actuel qui sévit depuis les derniers mois, mais je vous dirais les dernières années, un contexte de pénurie de main-d'œuvre qui s'est accru dans les derniers mois, mais qui était bien présent il y a plusieurs années également, exerce une pression réellement très importante au sein des équipes cliniques, au sein des équipes de notre organisation. Puis c'est vraiment par le grand dévouement des travailleurs des équipes médicales que nous réussissons actuellement à maintenir notre offre de services à la population, particulièrement les services essentiels qui nous tiennent à cœur et qu'il faut absolument s'assurer de préserver. J'invite toutes les personnes qui vont bénéficier de nos services au courant des prochains mois à réellement faire preuve de respect et de courtoisie envers le personnel des équipes médicales. En fait, la pression est importante. Les équipes fonctionnent à effectifs réduits, ont dû faire une adaptation, réorganisation majeure au sein de leur équipe de travail. Donc, ce sera très apprécié si vous les rencontrez, puis vous les abordez avec respect, avec courtoisie. On va s'assurer, évidemment, de faire de même auprès de nos usagers. Notre mission, c'est ce qui nous tient à cœur. Puis, j'en profite également pour terminer en remerciant l'ensemble de nos équipes au sein de l'organisation, parce que c'est grâce à eux qui, malgré le grand enjeu de main-d'œuvre auquel on est confronté, bien, qu'on arrive tout de même à maintenir la grande majorité de nos services et surtout préserver tous nos services essentiels actuellement à notre population. Donc, je serai disponible pour une période de questions s'il y en a. Merci beaucoup. J'invite les représentants des médias à adresser leurs questions. Monsieur Guindon, Radio-Canada, je vous laisse la parole. Êtes-vous en mesure d'ouvrir votre micro, Monsieur Guindon? Oui, ça s'en venait. Merci. J'ai perdu ma connexion Internet pendant 2 minutes. Alors, ma première intervention, ce ne sera pas une question, mais juste demander si à la toute fin, quand tout sera terminé, si je pourrais revenir sur les points qui ont été discutés pendant ces 2 minutes-là avec Mme Roy. Là, ce serait bien apprécié parce que j'ai malheureusement manqué un bout qui me paraissait important. Et vous pourrez communiquer avec moi, M. Guindon, puis je vous ferai le suivi. D'accord. Pour ce qui est de mes questions maintenant, tantôt vous avez annoncé qu'au niveau de l'obstétrique, ça allait reprendre, en tout cas que c'était jusqu'au 1er août. Donc, les annonces qui ont eu lieu plus tôt cette semaine n'ont pas d'impact là, pour devancer la réouverture du département d'obstétrique à Ville-Marie, si je comprends bien. Oui, bonjour. Merci pour votre question. En fait, pour l'obstétrique, c'est des belles annonces, effectivement, qu'on a eues en début de semaine. Puis, comme vous l'avez bien compris, là, dans les montants annoncés, puis les différentes mesures qui seront en place pour assurer le maintien des services d'obstétrique partout en province et des mesures particulières pour les régions un peu plus éloignées où les services sont davantage compromis, dont en Abitibi-Témiscamingue à l'occasion. Nous aurons l'occasion d'avoir 6 infirmières cliniciennes qui seront des mentors pour les services d'obstétrique dans la région. Évidemment, c'est pas une mesure qui peut se mettre en place rapidement. On s'attend à avoir un plan de déploiement qui sera confirmé dans les prochaines semaines avec une capacité d'afficher puis de doter ces postes-là et de former ces infirmières-là dans les différents centres universitaires, les 4 qui ont été identifiés au sein de la province. Donc, non, pour le moment, à très court terme, là, il n'y a pas d'impact sur la capacité d'ouvrir plus tôt. Par contre, les différentes actions qu'on a mises en place puis qu'on continue à réaliser là, depuis cette rupture de service qui est planifiée se poursuivent, soit les liens avec les centres universitaires pour assurer d'accélérer la formation d'infirmières qui sont présentes dans nos installations pour maintenir l'offre de service. Également, on est toujours à recherche là, de main-d'œuvre indépendante ou de ressources qui proviennent du réseau d'autres installations de la province qui pourraient venir nous prêter main forte. Présentement, ces 2 actions n'ont pas porté fruit dans les médias, mais on espère bien là, que pour le 1er août, on sera capable d'assurer une réouverture du service.
Prochaine question, Madame Lily Mercure de RNC. Madame Mercure, êtes-vous en mesure d'ouvrir votre micro? Il semble que non. Je laisserai la parole de nouveau à M. Guindon. Oui, merci. J'ai trouvé le bouton plus vite cette fois-ci pour activer mon micro. Est-ce que le service qui a été annoncé, la nouvelle clinique pour les personnes atteintes de maladies chroniques à Ville-Marie, on parlait du mois de juillet, est-ce qu'on sait déjà si ça va se poursuivre au mois d'août ou si c'est vraiment pour l'instant toujours concentré dans le mois de juillet? En fait, c'est une ouverture d'un nouveau service à la population. Donc, actuellement, on va poursuivre le service et ce, tant et aussi longtemps là, que le besoin va être présent sur le territoire. Je le rappelle, c'est une nouvelle clinique pour la clientèle orpheline, donc une clientèle qui est sans médecin de famille pour le territoire du Témiscamingue et qui est atteint de maladies chroniques. Parce que suite au départ là, successifs qui se sont faits de certains médecins dans le territoire, plusieurs usagers du territoire se sont retrouvés sans médecin de famille. Donc, c'est une belle collaboration et un partenariat de l'équipe médicale sur place qui souhaitait vraiment offrir un service à cette population et notre organisation là, en libérant des espaces puis en s'assurant d'assurer tout le soutien et la coordination requise, qu'une telle clinique peut maintenant voir le jour. Donc, toute l'information est disponible sur notre site Internet, puis vous avez là, les heures d'ouverture de la clinique où les gens pourront avoir des rendez-vous et se présenter. Merci. Il y a une question dans la zone de clavardage de Mme Lily Mercure de RNC qui demande comment vous qualifiez les relations avec les Premières Nations et le CIS. En fait, en peu de mots, ce sera bien difficile de répondre de façon très juste là, à votre question, probablement. Mais les relations des communautés, donc les 7 communautés autochtones présentes sur notre territoire et notre organisation, je les qualifierais de bonnes. Actuellement, et depuis le début de la pandémie, on maintient des rencontres régulières avec les différents représentants des conseils de bande, des centres de santé en contexte de pandémie. À toutes les semaines et ça s'est espacé là, aux 2 semaines selon le besoin de la situation. Les relations sont présentes aussi sur la base régulière depuis plusieurs années parce qu'on a des corridors de services, donc des informations qui s'échangent régulièrement entre les communautés et entre l'organisation de par la nature des services offerts. Les communautés, là, pour la plupart, ont des centres de santé au niveau des services de première ligne. Il y a une continuité nécessaire qui est assurée avec nos offres de services au sein de l'organisation. Donc, régulièrement, il y a des liens. Puis, évidemment, là, avec certains services aussi, entre autres avec la protection de la jeunesse, la santé mentale et d'autres services plus spécialisés. D'ailleurs, on a une entente maintenant bipartite qui est signée avec 4 des communautés présentes sur le territoire pour une prise en charge graduelle des services en protection de la jeunesse. Et tout ça se fait là en toute cordialité. Puis, c'est vraiment un partenariat, je vous dirais, de tous les jours là, où on a des intervenants présents dans les différentes communautés d'ailleurs. Sinon, au niveau de la population urbaine autochtone, qui est davantage présente dans le territoire de la Vallée de l'Arbre, mais là également, on a un partenaire avec qui on intervient, puis avec qui on déploie différents services ou différentes modalités, qui est particulièrement le Centre d'amitié autochtone de Val-d'Or, où d'ailleurs, on va initier tout un projet là, pour déployer une clinique en santé autochtone à Val-d'Or en partenariat avec le Centre d'amitié autochtone, qui sera un projet phare pour l'ensemble du Québec. Là. Donc, tout ça va se déployer dans les prochaines années pour offrir des services de première ligne bonifiés, adaptés, mais complétés par une offre de services traditionnels issus des modalités ou des savoirs autochtones, une première au Québec. Également, on a tout un comité en place là, dans le secteur de Val-d'Or aussi pour bien offrir des services adaptés, des services publics adaptés à la population autochtone. Il y a une table d'accès qui rejoint l'ensemble des services publics là, pour s'assurer d'adapter nos services puis de bien répondre à la population autochtone présente sur notre territoire. Donc, c'est ce que je pourrais répondre dans un premier temps pour qualifier les relations que nous avons avec les communautés autochtones ou les représentants des peuples autochtones présents sur notre territoire. Il ne semble pas y avoir d'autres questions des représentants des médias. Avant de clore le point de presse, je vous informe que toutes les semaines, le Centre intégré de santé et services sociaux diffuse un infolettre dans lequel toutes les mesures court terme et déficientes sont décrites de façon assez détaillée. Donc, pour y accéder, vous pouvez aller soit sur la page d'accueil de notre site Internet ou également, vous pouvez vous abonner là, de façon autonome là, à l'infolettre pour le recevoir directement là, par courriel.
Alors, sur ce, je remercie Mme Roy de sa présence. Merci aux représentants des médias. Et ce sera un rendez-vous prochainement. Merci. Merci. Bon 1er juillet. Bonne fête du Canada. Alors voilà, mesdames, messieurs, c'est ce qui conclut ce point de presse du CISAT. Là-dessus, je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer aux nouvelles avec un s@mediaté.ca ou encore via l'application Mediaté Plus que vous pouvez télécharger dès maintenant. Je vous souhaite une excellente journée également pour ceux qui sont en vacances ou qui tombent en vacances. On vous souhaite de belles journées ensoleillées. Là-dessus, mon nom est François Manger. Je vous souhaite une bonne journée.